Bonjour, je m'appelle Anubhav Kate, je suis le cofondateur des Forums France-Inde et je travaille à Paris en tant qu'ingénieur. Et aujourd'hui, j'ai un grand plaisir d'accueillir sur le plateau des Forums France-Inde un grand économiste, Jean-Joseph Boileau, si j'ai bien prononcé le nom. C'est parfait. Très bien. Donc, pour vous présenter rapidement, vous êtes économiste renommé. Vous avez écrit pas seulement sur l'Inde, mais aussi sur le Pakistan, sur l'Afrique, sur la Chine, sur la France, bien sûr, l'Union européenne. Donc voilà, le panneau est grand, le spectre est grand. Vous avez fait vos études à l'École normale supérieure. Actuellement, vous travaillez à IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Vous êtes conseiller sur les pays émergents depuis 2018. Avant, vous étiez le coprésident, ou vous êtes toujours depuis 2006, de Euro India Group, EIEBG. Ensuite, également, depuis 2006, vous êtes expert Inde et Asie. Vous faites partie de Cercle Cyclo-Op. C'est une annuaire des marchés mondiaux des matières premières. Avant, entre 2006 et 2018, vous étiez conseiller économique de CEPII Club. Et dernièrement, vous étiez également conseiller économique sur les pays émergents pour au ministère des Finances entre 1990 et 2005. Quand on parle de vos publications, et je vais quand même rapidement donner une idée de ce que vous avez déjà publié, donc pas mal de livres sur l'Inde. Il y a Arthashastra, le plus récent, donc on peut dire la science de l'économie quelque part. En sanskrit, le mot utopie, utopie made in monde, le sage et l'économiste. Il y a un livre sur l'Afrique, l'Inde, Juga d'innovation. Il y a des livres en anglais, en français, l'économie de l'Inde. Avant, vous avez aussi l'Union européenne élargie, un défi économique pour tous, aussi pour l'Italie, un livre quand il avait l'élargissement pour l'Italie. Il y a aussi les régions de la Russie, il y a le Pakistan tout au début. Donc Jean-Joseph Boileau, bienvenue, merci. Et la première question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous pouvez rapidement nous raconter votre lien avec l'Inde, avec le Pakistan et l'Asie en général? Oui, bien sûr, c'est toujours important de relativiser la parole de quelqu'un en fonction de sa propre expérience. La découverte de l'Inde, c'est en 1981, donc c'est pas d'hier. C'est le moment où, en gros, la Chine et l'Inde décident de changer leur stratégie de développement économique et politique d'ailleurs, à peu près au même moment. Moi, je viens de terminer de passer l'agrégation de sciences économiques et sociales et j'ai été reçu major, donc je suis nommé comme professeur à l'École normale supérieure et là nous sommes censés faire de la recherche. Et donc le hasard fait que juste après l'agrégation, pour fêter ça avec mon épouse, nous partons en Inde pour 2 mois grandes vacances après des années de travail acharné. Et nous faisons le sud de l'Inde uniquement, entre Bombay, Hyderabad, Madras. On revient par le Kerala. On a pris le temps, vraiment, pour la Quelle première année? fois. On voyageait en Quelle année? bus, en train, backpacker, comme on dit. Et là, la découverte est un choc pour moi parce que l'habitude en France était de parler d'un pays très pauvre, la misère, les castes, enfin tous les aspects négatifs de l'Inde. Et là, pendant 2 mois, on découvre l'autre face de l'Inde, c'est-à-dire une Inde qui est dynamique, énergique, qui se lève tous les matins, qui est vibrante, qui est colorée, on y mange très bien. Voilà. Et donc, cette contradiction-là m'énerve, m'excite. Et au même moment, je dois choisir un sujet de thèse. Et donc, je vais proposer comme sujet de thèse le modèle indien en comparaison avec le modèle chinois.
Et à partir de cet été 1981, j'ai passé pendant 30 ans de façon intensive des séjours en Inde avec ma famille, etc., à la fois en chercheur, et puis aussi j'ai été correspondant du journal Le Monde là-bas, basé à New Delhi, et puis j'ai arrêté de couvrir l'Inde en tant que telle parce qu'il y a eu la chute du mur de Berlin en 1989-90, et donc là, on m'a demandé de travailler sur les pays de l'Est, mais j'ai toujours gardé une relation très étroite avec l'Inde jusqu'à ce que une de mes filles, la plus jeune, se marie avec un Indien. Et donc, j'ai une belle famille en Inde, dans le centre de l'Inde, dans une ville qui s'appelle Vidisha, à côté de Bhopal. Ce sont des agriculteurs. Nous sommes très, 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 très proches. Et donc, là encore, l'idée qu'on passe très facilement d'une race, comme on dit, à une autre, me vient spontanément. Je suis un humain et je ne suis ni français ni indien. Voilà. Hein, je Mhm. suis un citoyen de la planète avec effectivement une très forte dose de français et d'indien puisque j'ai passé autant de temps en Inde quasiment qu'en France. Oui, et je vois aussi dans votre profil, il y a une transversalité, non seulement au niveau de métier, vous n'êtes pas uniquement économiste, vous avez aussi des intérêts qui dépassent ce domaine, mais également vous avez une vue assez large sur les pays, sur les continents. Et je vois, je regarde assez souvent vos propos, vos commentaires sur LinkedIn. Et je vois là aussi, vous ne suivez pas vraiment la doxa, une sorte de consensus qui existe en France, en Europe, parfois aussi en Inde, sur des sujets très variés. Vous avez un avis distingué, je dirais. Et l'année de 90 que vous avez citée en Inde, bien sûr, c'était l'année assez marquante de l'ouverture de l'économie indienne. Et depuis, on a fait un beau chemin quelque part, disons, ou au moins un chemin très marqué par des hauts et bas. Donc voilà, on va, on va y, on va y revenir. Mais ce que je propose dans cet entretien, parce que j'ai aussi envie un jour, si vous acceptez, de vous interroger sur vos livres et on fera une discussion dédiée. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien avoir un aperçu de comparaison entre l'état actuel de l'économie indienne, française et l'européenne. Et pour cela, oui, est-ce que vous avez des mots à dire avant que je vous montre quelques graphes? Oui, d'abord, j'appartiens à un courant d'économistes qu'on appelle les économistes hétérodoxes. Hétérodoxes par opposition aux économistes orthodoxes qui considèrent qu'il y a une doxa, une doctrine doit être la même pour tous les économistes. Et dans cette école des hétérodoxes, j'ai un certain nombre de parrains qui m'ont influencé, dont Amartya Sen, hein, l'économiste indien Amartya Sen. Avant de le connaître, j'ai été très marqué par Gunnar Myrdal, qui est un des fondateurs de l'économie hétérodoxe, qui est un Suédois, qui avait écrit un livre pavé de 1000 pages qui s'appelle Asian Drama, qui était beaucoup, beaucoup centré sur l'Inde. Et j'ai un troisième gourou, on appelle ça en Inde, qui est un économiste hétérodoxe qui aurait dû avoir le prix Nobel, mais parce qu'il était hétérodoxe ne l'a pas eu, qui est Hirschman, Albert Hirschman, et qui a peut-être pour moi eu le rôle le plus marquant dans les modèles économiques que j'utilise. Ce sont des modèles économiques larges, donc c'est pour ça que j'ai fait des sciences sociales, sociologie, politique, géopolitique. Pourquoi? Parce que l'économiste, lui, considère que l'économie est une boîte fermée, alors que nous, hétérodoxes, nous considérons que l'économie une discipline à part entière, mais qu'elle est influencée par des facteurs non économiques qui parfois l'emportent largement sur les facteurs économiques. Voilà, c'est le Oui. cadrage. Non, et l'exemple de Amartya Sen est assez pertinent parce que c'est lui qui avait donné le concept de Human Development Index, index de développement humain, et pas juste le PIB ou GDP. Et voilà, donc ça rejoint à votre approche d'économiste hétérodoxe. Je vais chercher les noms
plus tard et les livres des autres économistes que vous avez cités. Mais là, je propose que je partage quelques graphes que j'ai choisis. Donc, commençons avec l'économie française. Donc, le sujet n'est pas très, comment on peut dire, très rose. C'est la dette publique française. Et on a ici, dès les années 1999 jusqu'à 2025 à peu près, donc la dette, on sait très bien, maintenant c'est plus que 3 300 milliards. Et il y a aussi une augmentation annuelle sur les 12 mois glissants. Ouais. Surtout si on étudie les années de présidence de Macron depuis 2017, on voit quand même, c'était 2200 quelque chose en 2017, la dette 2200 milliards d'euros. Et aujourd'hui, on est un peu plus de 1300, donc c'est une augmentation de 1000 milliards d'euros. Donc voilà, est-ce que vous avez un mot sur ce graphique? Oui, parce que c'est évidemment quelque chose qui marque une période de crise structurelle, de crise profonde, sur un double plan. D'abord, une crise politique. Si la dette explose avec M. Macron, c'est parce que M. Macron est mal élu, il n'est pas vraiment légitime en réalité, et il a été élu pour bloquer M. Fillon, hein, qui a été exclu de la course à la présidentielle et sous des propos tout à fait fallacieux, même s'il y a eu bien sûr de la corruption, mais elle ne justifiait pas d'écarter ce candidat. Et parce que Macron, c'est le candidat de l'establishment et que cet establishment avait peur, effectivement, de Madame Le Pen. Donc, la crise politique, elle est depuis 2017 très forte en France et elle n'a pas, évidemment, reculé, d'où le pouvoir politique est obligé de dépenser plus qu'il n'a pour acheter, on va dire, la paix sociale. Et le deuxième aspect économique, celui-là, c'est que l'économie française n'a plus de ressort dynamique et la dette exprime tout simplement que le taux de croissance est désormais guère plus que 0,5-1% par an et que si cette économie française n'est pas dynamique, c'est parce que comment dire, le modèle économique qui est utilisé ne, est un modèle avec beaucoup trop de taxes, de réglementations, un État centralisateur qui empêche les entrepreneurs de véritablement s'exprimer et qui est centré autour d'une élite qu'on appelle le CAC 40, c'est-à-dire les grands groupes français, Hmm. qui eux sont dans les couloirs des ministères et de l'Élysée, c'est-à-dire Bouygues, Dassault, etc., qui, comme par hasard, possèdent tous les médias aussi. D'accord? Donc, on a vraiment une crise profonde en France depuis, je pense, en gros, Sarkozy, après Chirac, après le président Chirac, on a tous les indices de crise économique et politique qui s'enchevêtrent. C'est inquiétant et on voit bien qu'avec l'affaire de Madame Le Pen en ce moment, qu'ils essayent de retirer de la course électorale, eh bien, la crise va continuer. Oui, la question aussi qu'on se pose, parce qu'on nous avait vendu Macron en disant il était le Mozart de la finance et que ça allait mieux. Mais bien sûr, le problème n'a pas commencé en 2017, c'était même avant. Et on sait très bien, comme vous avez cité Sarkozy, même Hollande, Sarkozy qui a aussi, après la crise de 2008, a utilisé l'argent public pour sauver les grandes banques françaises, BNP, Crédit Agricole de la faillite. Donc, c'était l'argent public parce qu'ils avaient investi ça dans la spéculation, dans la crise aux États-Unis. C'est Euh, ça, Quelque part, ils ont joué au loto. Et puis voilà, exactement. les Français ont sauvé. Deuxième chose, on sait aussi, François Hollande, dès 2013, il a fait des cadeaux fiscaux comme CICE, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. C'est 18 milliards d'euros tous les ans, sans une contrepartie visible. À ça ajoute les 5 milliards par an depuis 2018 de ISF que M. Macron a donné. Les Français posent peut-être la question, où passe cet argent? Parce qu'on ne va pas que
la sécu est mieux, ou l'éducation est mieux, ou la santé est mieux, à quoi on utilise, et c'est quoi qu'il en coûte, mais pour faire quoi? C'est un système qui achète la paix sociale, comme je vous l'ai dit. D'accord? C'est-à-dire que euh, par exemple, le dérapage des comptes de la sécurité sociale, notamment les systèmes de santé, eh bien, ce système est totalement non contrôlé. Nous avons des dépenses considérables de médicaments, de laboratoires, etc., qui sont le résultat euh, d'un régime qui, euh, euh, comment dire, est sous l'influence des lobbies, des laboratoires, des médecins, etc., etc. Et donc, ils distribuent de l'argent un peu à tous ces lobbies, à leurs intermédiaires. euh, et comme il ne peut pas faire payer les gens directement, n'est-ce pas, parce qu'il a un problème de légitimité politique, alors il distribue l'argent à droite et à gauche. Donc la France est un pays où les robinets fuient, on appelle ça la fuite des robinets, et qui explique pourquoi la surtaxation maintenant du système ne donne plus envie aux gens de travailler. C'est pas un discours de droite, c'est une réalité profonde. On n'a pas envie de se lever le matin parce que si je ne vais pas au travail, c'est pas grave. Il y a des indemnités chômage, il y a des indemnités, etc., etc. Et à chaque fois qu'ils essayent de remettre un peu d'ordre dans ce système qui a perdu le contrôle donc des dépenses et des recettes, eh bien, il y a une contestation sociale et comme ils n'ont pas de légitimité politique, eh bien, finalement, tous les robinets sont ouverts. J'ai juste un dernier aspect ici aussi sur le chômage, le taux de chômage en France. Comme ça, on aura la comparaison avec l'Inde. Donc, on va aussi, le taux pour ces derniers 5 ans, c'est à peu près 7,3 maintenant, disons. C'est le chiffre le plus récent. Et si vous avez un commentaire, sinon, je vais passer vers l'Inde. Oh, très rapidement, les statistiques, euh, c'est une fabrication institutionnelle d'une représentation. Euh, En fait, le taux de chômage, là, mesure simplement la part des gens qui demandent et qui ont droit à des indemnités chômage. En réalité, ce qui est important, c'est le taux d'emploi, c'est-à-dire sur 100 personnes en âge de travailler, je dis bien en âge de travailler, combien Mhm. exercent vraiment une activité rémunérée. Et ça, le problème en France, c'est que le taux d'emploi a chuté. Chez les seniors, c'est bien connu, c'est-à-dire les plus de 50, 55 ans, eh bien, ils se dégradent à toute vitesse. Ces gens-là n'ont pas le droit de s'inscrire au chômage ou bien sont rayés au bout d'un certain temps. Et puis surtout, c'est le chômage des jeunes, et notamment des jeunes dans les banlieues. La France est en permanence en instabilité très forte dans les banlieues. C'est là où se concentre en fait l'essentiel de la population populaire. Et là, le taux de chômage des jeunes dépasse les 50%. Or, ces jeunes, eux, n'ont pas le droit de s'inscrire au chômage, donc ils ne sont pas sous cette courbe-là que vous montrez. Donc, on a en réalité en France un pays où on va dire à peu près 25%, 30% de la population est censée faire vivre tout le reste. Et ça, Oui, c'est pas possible. Donc, en oui. fait, il faudrait remettre véritablement les Français au travail, leur donner les chances, bien sûr, leur donner des rémunérations conséquentes et on est mal parti parce que ça supposerait des réformes profondes dans le système politique, social et économique. Donc, je ne suis pas très optimiste pour les années à venir. Oui, tout à fait. Il y a aussi un sujet, c'est qu'il faut peut-être aussi regarder le chômage par métier, parce que dans l'informatique, l'ingénierie en France, on cherche du monde. Dans l'agriculture également, on cherche du monde. Donc, ce sont les métiers à part, on peut dire. C'est pas pour tous les C'est très métiers. juste, c'est tout à fait exact. Mm. Mais le raisonnement est le même. Pourquoi dans ces métiers de la restauration, des métiers manuels, dans l'agriculture, mais aussi dans l'informatique, on n'arrive pas à faire le plein des postes? C'est parce qu'il n'y a pas d'incitation véritablement au travail. Nous sommes dans un système où il n'y a pas assez de stimulants pour remplir les postes là où il y en a besoin.
Oui, et juste pour finir sur ce sujet, je dirais que ça explique aussi ou peut-être justifie pourquoi on a besoin parfois aussi des étrangers pour combler ce besoin, que ce Exact, soit dans l'ingénierie ou même dans l'agriculture, parce que, il n'y en a pas assez de gens, ou soit ils n'ont pas envie, ou soit ils ne sont pas qualifiés, ils ne sont pas assez nombreux. exactement, tout à fait. Non. Merci. Du coup, maintenant, c'est un aperçu sur l'Inde. C'est aussi le taux de chômage et apparemment, il se stabilise et il est à 8,2 %. Si vous n'avez pas un mot à dire, je passe à Si, graphique. si, bien sûr, c'est un sujet très, très important. Ok. Euh, pour n'importe qui connaît l'Inde et pas nécessairement un grand économiste, il est évident qu'un chiffre comme ça n'a pas de sens. On sait bien que partout, quand on va en Inde, on voit le sous-emploi massif, massif, les gens qui n'ont pas de travail. Chez les jeunes, notamment, c'est très, très fort aujourd'hui. Alors, on a le même problème statistique que ce que je disais sur la France. C'est-à-dire que le taux de chômage là que l'on a, c'est une photo statistique en fonction de critères extrêmement précis. On ne se déclare pas au chômage comme ça en Inde, n'importe comment, parce qu'il faut aller s'enregistrer, il faut avoir le droit d'être enregistré. En réalité, le problème de l'Inde, beaucoup plus fort que la France en termes de chômage, c'est qu'on a euh, un système économique, un modèle économique depuis quelques années qui favorise les grandes entreprises, les grands travaux, les gros équipements par rapport à véritablement l'utilisation de la main-d'œuvre. De sorte que vous avez un boom démographique qui arrive sur le marché du travail. En gros, sur 100 jeunes qui arrivent sur le marché du travail, il n'y en a que 25 qui arrivent véritablement à trouver un emploi stable. 25 qui bricolent un peu et 50% qui, en réalité, n'ont pas d'emploi. Oui, vous avez raison parce qu'on dit beaucoup aussi à cette croissance sans emploi, sans avoir créé l'emploi en Inde. Il y a aussi ces oligarques qui contrôlent à peu près une grande partie de l'économie indienne maintenant. Donc il y a ce problème également. Pour le graphique suivant, c'est la dette nationale indienne. Donc, Oui, c'est depuis le site Statista. Donc, je vois que ça semble être assez constant ces dernières quelques années. oui, Euh, bien sûr. Bien donc, sûr, parce que là, on a, attention, c'est un ratio par rapport au PIB. Or, le oui, PIB de l'Inde augmente c'est vrai. chaque année d'environ 6-7%. Donc, si votre dette n'augmente pas plus vite que votre taux de croissance, eh bien, vous stabilisez votre taux d'endettement. Alors, le niveau D'accord. absolu est quand même assez élevé. Il faut faire attention. Pourquoi? Parce que l'Inde est un pays pauvre qui n'a pas beaucoup de recettes fiscales, d'accord? Et donc, la dette, il faut la rembourser, d'accord? Et finalement, le système public indien a du mal à rembourser sa dette parce qu'il n'y a pas assez de recettes fiscales. Et puis enfin, il y a beaucoup plus d'inflation en Inde. Alors ça, c'est important. Pourquoi? Parce que la dette, c'est une dette qu'on appelle nominale, c'est-à-dire elle est en roupies courantes. Si l'année dernière, la dette était de 100, vous avez une inflation de, en gros, 7, 8, 10%. Je vais prendre 10% pour l'Inde. Ça veut dire que l'année suivante, votre PIB passe de 100 à 110, mais sans avoir vraiment augmenté. C'est juste un effet d'inflation. Donc, l'Inde arrive à gérer sa dette publique, à la stabiliser, on va dire, en termes relatifs, grâce à la croissance réelle, 7% par an, plus l'inflation, 17% par an, ce qui lui permet de faire face à une augmentation des dépenses publiques et donc à une dette qui reste à peu près raisonnable. Oui. Et un petit commentaire aussi sur la dette française, et vous allez me confirmer si c'est vrai ou pas. C'est que maintenant, désormais, le budget principal de la France, c'est pour rembourser les intérêts sur la dette. C'est même pas le principal. Donc, c'est quand même une grosse somme. Bien sûr, parce que la France paye des taux d'intérêt très bas sur sa dette, de l'ordre de 1,5, alors que l'Inde paye beaucoup plus cher le taux d'intérêt sur sa dette. Elle est en moyenne de 5 à 6%. Mais dans le cas français, comme je ne fais pas de croissance, en gros zéro,
dans les faits, et qu'il n'y a pas d'inflation, alors la dette, en réalité, ne cesse d'augmenter. Et donc, je suis obligé d'emprunter pour rembourser les emprunts qui ont été faits. Dans le Oui, cas indien, le système est très différent parce que je dis donc il y a de la croissance, il y a de l'inflation, et en plus, le système financier indien est totalement contrôlé par des banques publiques d'État, dans les faits. Et donc, les banques publiques d'État ont un ordre de financer d'abord les émissions d'emprunts de l'État. Donc, l'État indien n'a pas de grosses difficultés, même s'il paye un taux d'intérêt qui est assez élevé, puisque à cause de l'inflation, le taux d'intérêt moyen, je vous l'ai dit, est de 5-6%. Mais comme la croissance est de 7%, finalement, vous avez montré le graphique tout à l'heure, le ratio de la dette par rapport au PIB reste à peu près constant aux alentours de 60%. oui. Une autre différence, ça serait aussi entre la France et l'Inde, c'est que l'Inde a cette possibilité de d'évaluer ou revaluer sa monnaie qui n'est Oui, pas possible pour la France. Donc, exactement, vous avez raison. maintenant, puisque vous avez aussi parlé de l'économie hétérodoxe, j'ai un autre graphique, c'est sur le taux de mortalité des enfants pour l'Inde. Et ça se voit pas peut-être très bien, mais il y a une nette décroissance, on peut dire, de 1967 qui était à 140 et aujourd'hui, en 2020, pardon, pas aujourd'hui, 2020, ce chiffre c'est à 26. Donc, Oui, on voit que ça diminue le taux de mortalité pour l'Inde, oui, ce qui est un chiffre positif. exactement. Voilà. Et je vais comparer ça maintenant un petit peu avec la France, mais pas juste la France. Je vais passer à l'Europe et je commence avec la taux de mortalité. Et là, il y a la France aussi qui est couverte. Donc, vous voyez, c'est la taux de mortalité pour les enfants. Et on voit que les pays qui sont en rouge foncé, y compris la France, c'est plus de 5%. Pour 1000, Pour 1000 pardon, oui, et pour c'est pour 1000. 1000. Euh, voilà, taux de mortalité infantile, nombre de décès avant 1 an pour 1000 naissances, vous avez raison. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez un mot pour tous ces pays en Europe et si on peut le comparer avec l'Inde? Est-ce- Bah, vous avez vu comme moi, hein, l'Inde reste à un niveau très élevé, puisqu'on est à plus de 20 décès pour 1000 enfants, d'accord? Remettez le graphique, vous verrez. Et il y a eu une très nette amélioration. On est à combien là? On est presque à 30 encore, hein? on est à 26 en 2020. Ouais, c'est ça, 26. Ouais. Bon, avec les statistiques indiennes, il faut beaucoup se méfier parce que franchement, pour avoir travaillé avec des collecteurs de statistiques dans les villages, en fait, ils vont même pas dans le village. Ouais. Il y a une corruption massive des enquêtes. Donc, moi, bon, Ça je vient pense de World Bank Group. Je sais voilà, pas. je pense qu'on est plutôt encore aux alentours de 30-35 en Inde, en réalité. Oui. Et donc, vous voyez, par rapport aux pays développés, ça n'a rien à voir. Donc là, la mortalité infantile reste élevée en Inde et c'est normal parce que le niveau de pauvreté, les zones de pauvreté restent considérables. Maintenant, vous avez raison de montrer la chute très importante d'année en année de la mortalité infantile. Ça, c'est un progrès incroyable pour l'Inde. Hmm. Pourquoi ça a baissé? Il faut se poser la question. Eh bien, c'est parce qu'on voit bien, les systèmes de santé indiens ont été pas mal réformés, notamment permettant d'avoir des dispensaires dans les villages, dans les villes de province, etc. Et donc, l'accès aux femmes à des systèmes de santé s'est nettement amélioré. Oui, mais pour revenir à la France, ça c'est difficile à comprendre parce que la France se vante de son système public de santé. Mais si on compare avec l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la différence est nette. Comment on peut Non, expliquer? attention, vous avez des statistiques, là encore, c'est compliqué. Attention, le taux de natalité en France est nettement supérieur à celui des autres pays que vous montrez. Donc, on n'a pas du tout maintenant hein, le même niveau de naissance. Par exemple, l'Espagne a connu une chute complète de sa natalité. Oui. L'Italie, même chose. Donc, les pays en clair, là,
C'est tout simplement, ils ont un meilleur taux de mortalité infantile, un taux plus bas, parce qu'il y a beaucoup moins d'enfants, et donc on fait beaucoup plus attention aux enfants qui naissent. Dans le cas français, il y a d'une part un taux de fécondité qui reste plus élevé, taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre d'enfants par femme, et d'autre part, la France est un pays d'immigration, d'accord? Oui, Une très grosse partie de ces naissances désormais sont dans des familles de migrants, du Maghreb, même d'Inde, etc. Et là, dans ces familles-là, eh bien, les taux de mortalité infantile restent relativement élevés parce qu'on a des familles nombreuses, parce que ça coûte cher la santé et parce qu'on ne s'est pas adapté en France à ce niveau d'immigration élevé qui fait d'ailleurs, sur le plan politique, vous avez vu, c'est un des sujets majeurs du débat politique en France. Il y a chaque année entre 500 000 à 1 million de migrants. C'est donc considérable en France et ça se oui. traduit au niveau des naissances par le fait qu'on a un taux de natalité, de mortalité infantile plus élevé que les autres. Mais d'où l'importance de se méfier quand on interprète les graphiques. Donc, je suis d'accord avec vous. Et juste pour préciser, ce graphique vient du site de Elucide. Et c'était quand l'économiste Emmanuel Todd récemment était interviewé sur ce site. Euh, Juste pour finir le sujet de taux de mortalité infantile, niveau maintenant Europe. Et là, vous pouvez voir, c'est intéressant là. Pour la France, maintenant vous venez de dire oui, pourquoi ça? Pourquoi on a un taux de mortalité plus élevé? Mais on va, pour la Russie par exemple, c'est vraiment une décroissance nette. Euh, pour l'Allemagne aussi, oui. Est-ce que vous avez un commentaire quand on compare ces pays? Non, alors pour la Russie, là encore, il faut faire très attention. Euh, la Russie est un pays qui connaît une chute complète du taux de natalité des Russes, d'accord? Remplacé par des populations migrantes de l'Asie centrale en particulier, où là, ils ne sont pas du tout couverts par les statistiques. D'accord? Non, ce qui est inquiétant en France, c'est la reprise, hein, la remontée du taux de mortalité infantile, hein, depuis une dizaine d'années. Vous voyez, la France est le seul, un des pays où ça remonte rapidement, un peu plus rapidement notamment que l'Allemagne. Oui, Et comme je vous l'ai dit, ça tient au fait que l'échantillon a changé. Ce n'est plus la même population, hein. Vous avez donc chaque année entre 500 000 et 1 million de migrants qui arrivent. Donc, vous voyez, et comme là, ils arrivent avec des taux de mortalité infantile très médiocres, très mauvais, notamment du Maghreb, eh bien, et d'Afrique noire, hein, beaucoup d'Afrique désormais, eh bien, on reconduit tout simplement les mauvaises pratiques d'avant. On hésite à aller chez le médecin, on ne va pas dans les dispensaires, etc. oui, tout à fait. Très bien. J'aimerais bien maintenant évoquer la question de ce conflit en Russie, en Ukraine. Et la réaction et la position de l'Inde qui était beaucoup critiquée dans le camp dit Occident. Donc, comment vous voyez cette position, ce conflit, la position de l'Union européenne, autant l'Amérique, la France, l'Inde? Écoutez, j'ai eu la chance de travailler sur les pays de l'Est pendant une dizaine d'années. Après la chute du mur de Berlin, j'étais basé à Prague et je couvrais tous les pays d'Europe de l'Est. De Tallinn en Estonie jusqu'à Tirana en Albanie. D'accord? Et je n'avais moi jamais connu cette région. Donc pendant 4 ans, je me suis imprégné de cette histoire, de ces passions, de ces difficultés de l'Europe qu'on appelle la Mittel Europa du milieu entre les deux empires. Ensuite, je suis allé à Moscou, en Russie, où là, j'ai couvert l'ex-URSS de 94 à 97. Donc, vous voyez, hein, et notamment, je couvrais l'Ukraine. Donc, j'ai un point de vue qui est très net sur cette guerre, très, très net. C'est non pas pour donner raison à la Russie, parce que ce n'est pas un régime qui a de l'avenir, mais quand même, dans le dossier, il y a eu une manipulation euh, américaine dès le départ, qui, et là encore, est sous l'influence d'un establishment militaire
de la CIA, de la NSA, qui est anticommuniste, mais c'est surtout parce que ce n'est pas, aujourd'hui, la Russie n'est pas un pays communiste, bien sûr, mais qui est euh, pro-américaine, nationaliste, chauvine, impérialiste, d'accord, et qui a consisté à, une fois que le chute du mur s'est produite, que la Russie s'est démantelée, à continuer à pousser l'avantage, pousser l'avantage, et à mettre notamment la frontière militaire de l'OTAN aux frontières de la Russie. Et évidemment, c'est inacceptable, mais pour tout le monde. Pour les États-Unis, je ne vois pas effectivement une base chinoise s'installer à Cuba sans réaction des États-Unis. Bon, euh, euh, donc, le ferment de la guerre, il est dans cette agressivité, cette agression, et qui est partagée en Occident aussi par les Européens. Quand on voit en France aujourd'hui l'élite, sa façon avec arrogance, de se juger supérieure à la Russie, eh bien, on comprend qu'elle soit tombée dans le piège américain, c'est-à-dire qu'elle ait soutenu la position américaine d'être agressif vis-à-vis de la Russie. Donc, la solution, on la connaissait. J'étais, moi, conseiller du président Mitterrand à l'époque quand j'étais dans les pays de l'Est. Et l'idée de Mitterrand était simple, c'était de faire une grande confédération européenne avec la Russie dedans et Mhm. de neutraliser les pays qui étaient frontaliers de la Russie, les neutraliser comme le schéma finlandais, c'est-à-dire c'était des pays qui étaient neutres, sur lesquels ne pouvaient pas être entreposées des armes américaines, comme c'était pas possible d'avoir entreposé des armes russes au moment de ce qu'on appelle le bloc de Varsovie. Cette proposition du président Mitterrand a été torpillée par les Américains, l'establishment américain qui n'en voulait pas. Et donc, dès lors, les germes de la guerre sont arrivés. On a bien vu la manipulation à Maïdan en Ukraine d'un groupe d'ultra-démocrates qui veulent rejoindre l'Union européenne et l'OTAN, et sans comprendre que il y a des intérêts à prendre en compte aussi en géopolitique pour les autres. Et donc, il y a eu les accords de Minsk, ils n'ont pas été respectés par l'Ukraine. Par l'Ukraine, c'est elle qui est rentrée en guerre dans les oblasts et avec ses chars, etc., qui a donné la justification aux Russes de rentrer eux-mêmes en soutien à leur population russophone. Et la guerre a éclaté en 2022 parce que du côté russe, on a compris que l'entrée de la Ukraine dans l'OTAN allait se faire incessamment sous peu et que dès lors que l'Ukraine était rentrée dans l'OTAN, alors la Russie n'aurait plus jamais revenir en arrière. Donc c'est terrible parce que ce sont des logiques de puissance qui ont provoqué une guerre où il y a eu 1 million de victimes. Des deux côtés, il n'y a pas de meilleur, ouais, on ne voit pas très bien désormais comment on peut se sortir de ce piège, si c'était par la victoire de la Russie, ce qui est en train de se produire, parce que, évidemment, les États-Unis ne peuvent pas dépenser des centaines de milliards de dollars en armement, et il n'existe aucune capacité militaire des Européens. C'est une réalité, hein. Eux, ils étaient là en train de dire aux Ukrainiens de faire la guerre, mais ce n'est pas les Européens qui la font. Je n'ai pas vu un seul Français aller se faire tuer sur les champs de bataille. Voilà. Donc, c'est dommage, c'est triste, c'est l'état du monde, c'est pas seulement en Ukraine. On voit bien qu'avec Gaza en Israël, on a à peu près la même logique. Ce sont des logiques de grande puissance avec le bloc occidental. Alors, maintenant qu'il y a Trump, il est fissuré ce bloc. Donc, on va voir si ça continue. Mais on a la même chose en Chine avec Taïwan. Donc, c'est un monde inquiétant parce que c'est une remilitarisation du monde. Tout Au à lieu fait. de régler les problèmes par des solutions politiques, pacifiques, on les règle par des guerres horribles. Pourtant, tout ce que vous venez de dire, et pour quelqu'un comme moi qui vient de l'extérieur maintenant, mais qui est intégré dans la société française, tout ce que vous dites n'est pas représenté dans les grands médias. Là, on voit que c'est la Russie, la Poutine qui est agresseur. C'est ça qu'on dit. Euh,
Mais on ne regarde pas que les États-Unis, ils ont plus de 800 bases militaires dans le monde, que la Russie a que 10, et que, comme vous avez dit, l'OTAN a pratiquement encerclé la Russie et la Chine ces dernières années. Le budget de défense des Américains, c'est plus de 1000 milliards de dollars par an, et pour la Russie, c'est pas plus que 100, je pense, ou c'est dans ces Oui, c'est zones. ça à peu près. Ouais. Voilà. Et du coup, il n'y a pas une comparaison, mais il y a aussi une autre chose, c'est que l'économie française, allemande et européenne dépendaient beaucoup à l'excès de ce gaz et pétrole moins cher venant de la Russie, qui est coupé depuis, et on l'achète venant de l'Inde 4 fois le prix. On achète à l'Arabie Saoudite, qui est un modèle de démocratie, on achète le gaz de schiste venant de l'Amérique, des États-Unis, qui est très polluant. Donc tout ça, et en plus on a 15% d'inflation qu'on a eu. Et là, on a une proposition de dépenser 800 milliards d'euros pour monter une armée à l'européenne quand déjà, même quand on était avec les États-Unis, on avait perdu la guerre. Donc, les Français, peut-être les Européens, se demandent où va l'argent et pourquoi personne ne parle de la paix et de la diplomatie. Oui, parce que les médias français, les enquêtes sont précises là-dessus maintenant, sont concentrés dans les mains d'un certain nombre de personnalités, de groupes ou dans le secteur public qui lui-même est contrôlé par un clan idéologique qui est bien connu, hein, la pensée unique, on appelle ça, et c'est le refus de voir euh, comment dire, la pluralité du monde euh, avec une arrogance sur euh, euh, l'Occident qui est la mère de toutes les libertés, qui est le phare de la civilisation. On le voit bien dans la façon dont d'ailleurs l'image de l'Inde a changé. L'image de l'Inde a été détestable pendant très très longtemps et elle s'est nettement améliorée dans les médias lorsque l'Inde a payé cash les avions Rafale. d'assaut, n'est-ce pas? Alors maintenant que l'Inde est devenue le premier acheteur d'armes français, attention, l'Inde est le premier acheteur d'armes de la France depuis 2 ans. D'accord. Il n'y a pas que les Rafales, hein, il y a aussi des sous-marins, etc. Et l'Inde, c'est la moitié des contrats extérieurs dans le monde. Donc là, les médias qui sont très liés au complexe militaro-industriel français, on appelle ça le complexe militaro-industriel, hein, Mhm. qui est très parisien, versaillais, eh ben, tout d'un coup, l'Inde est devenue un grand ami. Et même Narendra Modi, qui est plutôt critiqué par l'intelligentsia démocratique dans le monde, en particulier dans le journal Le Monde, ne reçoit plus des critiques telles que, en réalité, il les aurait dites il y a quelques années si l'Inde n'avait pas acheté autant d'armes. Donc, ça montre à quel point la France est le pays, on va dire, des droits de l'homme, mais au niveau de la contestation, mais ce Oui. n'est pas le pays des libertés et des droits de l'homme réels, effectifs. D'ailleurs, dans le classement mondial de la liberté de la presse dans le monde, la France est au 25e rang et elle n'a cessé de reculer ces dernières années à cause de la concentration des médias dans les mains de quelques grands milliardaires qui sont, comme par hasard, les amis de M. Macron. J'ai vraiment toutes les deux dernières petites questions à vous poser et après je vous libère. Pour tout ce que vous venez de dire, a pour moi beaucoup de sens et c'est cohérent, c'est logique, c'est rationnel. Mais est-ce que cela vous arrive que les gens, parfois, vous qualifient d'être quelqu'un qui est l'agent de peut-être Kremlin, de Poutine, qui est complotiste? Est-ce que ça vous arrive ou pas? Et comment vous le réagissez? Bien sûr, tous ceux qui ont une position hétérodoxe, ça me fait penser à Bernie Sanders aux États-Unis, même chose d'ailleurs, hein. Nous sommes catalogués comme des gauchistes, des idéalistes. Alors, pour l'instant, je ne me fais pas traiter d'agent de Poutine. Euh,
Mais mes positions sur la Chine, par exemple, sont également très, très mal perçues. Non pas que je défende le régime chinois, mais j'explique toujours que mon problème n'est pas euh, je suis un humble économiste. Mon problème n'est pas de juger le monde entier. Moi, ce que j'essaye, je suis un scientifique, c'est de comprendre un certain nombre de choses, et notamment le fait que la Chine a connu une transformation absolument remarquable en l'espace de 30 ans, que son niveau de vie est désormais au moins équivalent à celui en réalité des Français, il n'y a pas de problème. Leur espérance de vie est en train de dépasser celle des Français, que sur le plan scientifique et technologique, ils ont des prouesses. Voilà, enfin, leurs trains vont plus rapidement que les nôtres, c'est plus efficace. Ça fait des années que leurs de smartphones sont utilisés comme moyen de paiement. Alors évidemment, l'intelligentsia qui pense qu'il faut dire que du mal de la Chine parce que le régime politique est mal, eh ben, ils ont du mal à comprendre Boileau et n'acceptent pas. Et donc, nous sommes en général marginalisés dans les médias. Par exemple, j'étais très régulièrement invité dans les médias pour parler de l'Afrique pendant pas mal de temps, jusqu'au jour où j'ai justifié que l'armée française se fasse mettre dehors de l'Afrique parce que c'était pas tenable, il y avait du néocolonialisme. Et alors, le hasard a fait que tout d'un coup, je n'ai plus droit à passer dans les médias. Bon, c'est pas grave. L'histoire se fera sans les autres. Pareil pour l'Inde. J'essaie de garder une vision équilibrée de l'Inde. C'est pas parce que Modi est au pouvoir que tout d'un coup il faut jeter l'Inde aux poubelles. Et c'est pas parce que Modi est au pouvoir que il faut pas essayer de comprendre les raisons pour lesquelles Narendra Modi est arrivé au pouvoir, pourquoi le régime nationaliste aujourd'hui est aussi puissant. Et j'explique qu'il y a des raisons objectives. La social-démocratie indienne, notamment du Parti du Congrès, a perdu toute crédibilité. C'est une pseudo-gauche qui n'a pas respecté les traits culturels de la civilisation indienne, parce que les leaders du Parti du Congrès, pour un grand nombre d'entre eux, n'ont rien d'indien. C'est une réalité. C'est pas parce que Sonia Gandhi est italienne, mais je connais Rahul Gandhi personnellement. Cet homme-là a la tête complètement ailleurs qu'en Inde. Il va passer ses vacances en Thaïlande, il a fait ses études à Cambridge, etc. Or, l'Inde est dans une crise d'identité très forte. Elle veut retrouver son identité culturelle et le régime nationaliste est le seul qui a réussi à offrir une alternative. Et c'est la même chose qui se produit avec Trump aux États-Unis. Et je pense que c'est la même chose qui va se passer en Europe, partout, partout. Parce que les Européens, on le voit en France, en Allemagne, etc., sont excédés de cette vision mondialiste, globaliste, des valeurs qui seraient celles du progrès, où il n'y a plus de sexe masculin et de sexe féminin, j'ai le droit de faire ce que je veux, l'important c'est, comment dire, la liberté absolue. J'ai le droit de faire tout ce que je veux. Ben non, dans la vie, c'est pas comme ça. Il faut des règles de coexistence. Voilà pourquoi l'Inde continue de m'intéresser énormément, parce que pour moi, c'est un laboratoire aussi de ce qui se passe à l'échelle du monde. Vos propos sur l'Afrique, la diplomatie française, on a vu, c'est avéré vrai, puisque la France a eu beaucoup de revers. À propos de M. Modi et sa politique, personnellement, j'ai beaucoup de points de désaccord avec sa politique, mais je dirais que vis-à-vis sa position au conflit en Ukraine et avec relation avec la Russie, c'est compréhensible et c'est raisonnable, je dirais. Ma dernière question pour vous maintenant, c'est le spectre que vous nous avez montré de la France, de l'Europe, de l'Inde, l'Union européenne est quand même assez morose, morose sous plein d'aspects, que ce soit économique, social, politique et autres. Mais quel espoir, est-ce qu'il y a un espoir pour le peuple français, indien ou mondial? Oui, bien sûr. Nous sommes, ça y est, la vie connaît des cycles, des oscillations, n'est-ce pas? Donc nous sommes plutôt là dans une phase du cycle historique, on va dire pour l'Europe en tout cas, et pour la France, qui est une phase très difficile où se conjugue la concurrence mondiale vis-à-vis de l'Europe. Pour vous donner un exemple, après la guerre, l'Europe faisait 30% de la population mondiale, elle était plus peuplée que la Chine. Aujourd'hui, elle fait 7% de la population mondiale.
elle a une moyenne d'âge de quasiment 60 ans, donc elle n'est plus un acteur et elle le vit mal. Elle le vit très mal. Elle perd la compétitivité économique, scientifique, et donc elle dépend de plus en plus des migrants, ce qui pose problème par rapport aux populations on voit tout de suite dans un basané quelqu'un qui est inférieur, et tout d'un coup, elle découvre que c'est le contraire qui se passe, d'accord? Donc l'Europe vit une mauvaise période, et bien sûr, comme pour l'Inde, c'est les populations hein, qui vont essayer de trouver des solutions à cette crise historique qui est que l'Europe va redevenir dans une position, comme tout le monde, ni plus ni moins, ni au-dessus ni en dessous, peut-être un peu en dessous d'ailleurs, parce que le vent ne les porte plus beaucoup, mais voilà. Donc c'est les peuples qui font l'histoire, c'est pour ça que on a beau écouter les médias, peu importe, l'important c'est ce qui se passe fondamentalement. Merci beaucoup de cet échange en tout cas. J'étais Merci à très vous, Monsieur content. Bueno, pour la clarté, pour la rationalité et la franchise de vos propos. Je les apprécie beaucoup et je suis convaincu que même nos auditeurs vont les apprécier. Donc, à bientôt. Merci beaucoup. Je vous À remercie. bientôt. Au Au revoir. revoir.